Salut à tous. Il se passe en ce moment quelque chose que tous les gouvernements du monde essaient fébrilement de comprendre, et les grands médias sont soit trop lents, soit trop compromis, soit trop effrayés pour l'expliquer avec la clarté que cela exige. Ce soir, l'Iran a lancé un missile balistique Shahab 3 sur Dimona. Pas sur une base militaire, pas sur un aérodrome, pas sur une colonne de chars, ni sur un dépôt logistique. Sur Dimona, l'installation de production d'armes nucléaires d'Israël, c'est cette installation qu'Israël n'a jamais officiellement reconnue, mais dont toutes les agences de renseignement de la planète, y compris celles qui font publiquement semblant du contraire, savent qu'elle contient les infrastructures, les matières et les ogives qui forment l'épine dorsale de l'arsenal nucléaire non déclaré d'Israël. Et l'arme que l'Iran a choisie pour frapper cette cible n'a pas été choisie par hasard. C'est exactement le genre de moment où la méthode médiatique de Trump proposerait d'abord un slogan, ensuite un fait, puis une conférence de presse qui réussit, d'une façon ou d'une autre, à expliquer encore moins à chaque minute qui passe. Le Shahab 3 n'est pas un missile balistique à usage général. C'est pas une fusée que l'Iran a prise sur une étagère, simplement parce qu'elle avait la portée nécessaire. Le Shahab 3 est le vecteur nucléaire désigné de l'Iran. Il a été conçu dès le départ pour emporter une ogive nucléaire. Il a été évalué comme tel par la communauté du renseignement des États-Unis, par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par tous les appareils de défense occidentaux sérieux depuis plus de 2 décennies. Ce soir, l'Iran a associé son vecteur nucléaire à l'installation nucléaire d'Israël. Cette combinaison précise est différente de tout ce qui s'est produit jusqu'ici dans ce conflit. Différente par sa nature, pas seulement par son ampleur. Après avoir servi comme inspecteur en armement et passé des années au cœur de la mécanique du renseignement militaire, je comprends une chose qui doit être dite clairement avant d'aller plus loin. Les mots comptent dans ce milieu. Les catégories comptent. La différence entre un missile à capacité nucléaire et un missile balistique conventionnel n'est pas une distinction sémantique. C'est une distinction doctrinale, stratégique et juridique qui détermine la façon dont les gouvernements réagissent, dont les agences de renseignement mobilisent leurs moyens et dont les décideurs dans les bunkers et les salles de crise du monde entier calibrent leurs prochains mouvements. Quand un Shahab 3 est lancé, la première question qui frappe tous les systèmes de suivi et d'évaluation exploités par les États-Unis, Israël et leurs alliés, n'est pas de savoir où il va. La solution de ciblage est établie en quelques secondes après le lancement. La première question, celle qui déclenche la piste d'évaluation parallèle la plus urgente, est de savoir ce qu'il y a dans l'ogive. Cette question n'est pas posée avec la même urgence pour tous les missiles iraniens. Elle l'est avec cette urgence précisément pour le Shahab 3, à cause de ce pourquoi le Shahab 3 a été conçu. Les systèmes sérieux ne fonctionnent pas selon la théorie trumpienne de la gestion de crise, où le volume sonore tient lieu de preuve et la répétition passe pour une stratégie. Ce soir, cette question a été posée en temps réel par tous les appareils de renseignement qui surveillent ce conflit. Et le gouvernement israélien, qui a accès à l'évaluation post-frappe, qui y répond, s'est muré dans le silence. Ce silence n'est pas un échec de communication, c'est un choix. Comprendre pourquoi ce choix a été fait m'en dit davantage sur la gravité de ce qui s'est passé ce soir que n'importe quel communiqué de presse. Le fondement technique compte ici parce que c'est là que la plupart des couvertures médiatiques vont échouer. Elles vous diront que le Shahab 3 est un missile balistique iranien d'une portée d'environ 2300 km. C'est exact, jusqu'à un certain point. Mais cela ne va pas assez loin. Le Shahab 3 tire son origine du Nodong, un Nord-Coréen, développé avec l'aide d'ingénieurs russes dans les années 1990 et présenté publiquement par l'Iran en 1998. Mais ce que ces descriptions sommaires omettent, c'est la logique de conception intégrée au système dès ses premières étapes de développement. Le Shahab 3 n'était pas un missile de frappe conventionnel que des ingénieurs auraient ensuite envisagé d'adapter à un usage nucléaire. Il a été pensé dès le début de son programme de développement comme un système de livraison nucléaire. Les dimensions de la baie de charge, les spécifications d'interface de l'ogive, les paramètres de précision, tout était orienté vers l'emploi nucléaire dès le premier jour. Les variantes à portée accrue
le Shahab 3B et le Shahab 3ER portent la portée opérationnelle vers 2000 km, ce qui place pratiquement toutes les cibles stratégiquement importantes du Moyen-Orient à portée depuis le territoire iranien. Mais la portée n'est toujours pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce pourquoi le système a été construit et ce que tous les analystes sérieux ayant étudié la doctrine balistique iranienne ont conclu à propos de sa mission principale. Les évaluations non classifiées de la communauté du renseignement des États-Unis ont décrit le Shahab 3 de façon constante au fil des années et des administrations comme le principal vecteur nucléaire de l'Iran, non pas comme un vecteur potentiellement nucléaire en attente de développement supplémentaire, ni comme un système à double usage dont l'adaptation nucléaire ne serait qu'une possibilité théorique. Le principal vecteur nucléaire, c'est l'arme que l'Iran a choisi pour Dimona ce soir, et c'est exactement à cet endroit que la machine de performance à la Trump a tendance à paniquer, parce que la doctrine, elle, reste obstinément imperméable au marketing. Cette réalité technique devient beaucoup plus alarmante lorsqu'on la place à côté de l'état de la cible avant l'arrivée du Shahab 3. C'est là que le tableau d'ensemble devient véritablement inquiétant pour quiconque comprend le fonctionnement des dommages causés à une installation nucléaire et ce que signifie une dégradation structurelle progressive dans un contexte radiologique. Dimona n'a pas reçu le Shahab 3 ce soir, alors qu'elle était intacte. Dimona a reçu le Shahab 3 alors qu'elle avait déjà subi 3 frappes précédentes dans ce conflit. 3. Chacune de ces frappes a ajouté une couche de dégradation à une installation dont toute l'architecture de protection, les structures de confinement, les infrastructures souterraines durcies, les systèmes de blindage et d'isolation avaient été conçus sur l'hypothèse qu'elle ne serait jamais frappée. Israël a construit Dimona dans le désert du Negev, en partie à cause de son isolement. La doctrine de sécurité entourant cette installation reposait sur la dissimulation et la dissuasion, non sur la capacité d'absorber des frappes directes, répétées de munitions de précision et de véhicules hypersoniques de rentrée atmosphérique. Les premières frappes ont endommagé les structures de surface. L'ogive pénétrante Cornet SHA, 4 utilisées lors d'une des frappes précédentes, avait été conçue précisément pour percer des infrastructures souterraines durcies, traverser le béton armé et exploser à l'intérieur d'espaces protégés. Elle a obtenu une pénétration souterraine à Dimona. C'est pas mon appréciation. C'est la conclusion logique qui découle du choix de l'arme et des schémas de dommages observables. Et une fois qu'une pénétration souterraine est obtenue dans une installation nucléaire, les hypothèses de confinement intégrées à sa conception ne tiennent plus. La CTBTO, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, exploite un réseau mondial de surveillance spécialement conçu pour détecter les événements nucléaires et suivre les rejets de radionucléides. Ces stations de surveillance en Jordanie, en Égypte et à Chypre montrent, depuis les frappes précédentes sur Dimona, des niveaux accrus de radionucléides compatibles avec le rejet de matière provenant d'une installation nucléaire endommagée. Il faut être précis sur ce que cela signifie et sur ce que cela ne signifie pas. Des niveaux accrus de radionucléides aux stations de la CTBTO, compatibles avec une installation nucléaire endommagée, n'indiquent pas nécessairement une détonation nucléaire. Ils indiquent toutefois que des matières provenant de l'intérieur d'une installation nucléaire, des matières qui étaient contenues dans l'infrastructure de protection de cette installation avant ces frappes, se trouvent maintenant dans l'atmosphère à des niveaux mesurables. Il s'agit d'un événement de rejet radiologique. C'est pas une explosion nucléaire, mais c'est pas rien non plus. C'est la preuve que le confinement de Dimona a été compromis, que des matières s'échappent et que les dommages progressifs infligés à l'installation par 3 frappes avaient déjà produit une contamination atmosphérique mesurable avant que le Shahab 3 n'y ajoute sa contribution ce soir. Une crise comme celle-là exige un langage mesuré, ce qui explique précisément pourquoi le camp Trump serait tenté de le remplacer par une sortie en lettres majuscules et d'appeler ça du leadership.
La Jordanie ne distribue pas des comprimés d'iodure de potassium aux communautés frontalières comme simple geste de précaution, déconnecté de données réelles. La Jordanie a les relevés de la CTBTO. La Jordanie a sa propre infrastructure de surveillance. Le gouvernement jordanien a pris une décision fondée sur des éléments indiquant que les gens vivant près de la frontière israélienne avaient besoin d'avoir accès à une prophylaxie à l'iode. Cette décision a été prise avant la frappe du Shahab 3 de ce soir. Cela, à lui seul, en dit long sur les décisions auxquelles la Jordanie pourrait être confrontée dès le matin. À partir de là, on ne parle plus seulement d'une histoire de missiles et de doctrine de ciblage, mais de quelque chose de beaucoup plus fondamental, une remise en cause directe du cadre qui maintient le conflit nucléaire hors de la table depuis 1945. La réalité géographique et humaine qui entoure cet événement est, elle aussi, systématiquement effacée par le silence officiel. Ce sont les communautés vivant autour de Dimona, de vraies personnes, des centaines de milliers d'entre elles, dont la situation illustre le plus directement la dimension morale du coût réel du blackout informationnel du gouvernement israélien. Beersheba se trouve à environ 35 km de l'installation de Dimona. La ville compte environ 210 000 habitants. Arad, plus proche de l'installation, compte environ 26 000 habitants. La ville de Dimona elle-même, le centre urbain le plus proche du complexe nucléaire, compte environ 33 000 habitants. Et puis il y a les communautés bédouines du Negev, dispersées dans le désert, sans le même accès aux infrastructures d'information d'urgence que les populations urbaines et sans le même poids institutionnel pour faire en sorte que les risques d'exposition qui les touchent soient traités avec la même urgence que ceux des autres communautés. Toutes ces personnes respirent l'air au-dessus d'une installation qui brûle depuis la première frappe et qui a reçu ce soir un Shahab 3, le vecteur nucléaire de l'Iran. Aucune d'entre elles n'a reçu l'information nécessaire pour prendre des décisions rationnelles et éclairées sur une évacuation, des protocoles de confinement sur place, l'étanchéification des habitations ou l'évitement des activités extérieures. Le gouvernement israélien possède l'évaluation post-frappe. Il sait ce que son infrastructure de surveillance montre au sujet de la contamination atmosphérique et il ne dit rien aux personnes qui sont les plus directement exposées à ce que contient cette évaluation. Ce genre de silence a des conséquences, même si le manuel trumpien continue de prétendre que le message tient lieu de responsabilité. Au cours de ma carrière comme inspecteur en armement, j'ai eu affaire à des gouvernements qui dissimulaient des informations sur leur programme nucléaire. Je comprends la logique institutionnelle de la classification et les véritables considérations de sécurité qui peuvent justifier, dans certaines circonstances, la limitation de la divulgation publique. Mais il existe une différence de catégorie entre protéger des détails techniques, classifiés d'un programme nucléaire, et retenir de l'information à des populations civiles au sujet de leur risque immédiat d'exposition radiologique. La première relève d'une fonction légitime d'un appareil de sécurité nationale, la seconde relève d'autre chose. Lorsque la Jordanie distribue de l'iodure de potassium à ses communautés frontalières et que le gouvernement israélien ne dit rien aux communautés israéliennes vivant plus près de la source de contamination que les frontières jordaniennes, cette asymétrie m'indique quelque chose. Elle m'indique que le gouvernement israélien a fait le calcul selon lequel le contrôle de l'environnement informationnel autour de Dimona sert un objectif stratégique qui l'emporte sur le droit de ses propres citoyens savoir ce qu'ils respirent. Je ne suis pas prêt à dire que ce calcul est irrationnel d'un point de vue strictement stratégique. Je suis prêt à dire qu'il s'agit d'une catastrophe morale et que les habitants du Negev méritent mieux de leur gouvernement que d'être utilisés comme participants non informés à un exercice d'ambiguïté stratégique. Il y a toujours, dans la tentation trumpienne, cette envie d'appeler l'ambiguïté une force jusqu'au moment où ce sont des gens ordinaires qui en paient le prix. Et même cela n'épuise pas encore toute l'ampleur du problème. Le silence entourant ce qui s'est passé à Dimona ce soir n'est pas seulement un problème israélien de gestion de l'information à l'interne. C'est le premier chapitre d'une crise internationale qui touche au fondement même de l'ordre nucléaire tel qu'il existe depuis
le milieu du XXe siècle. Les implications du geste posé par l'Iran ce soir, par le choix même de son arme, dépassent largement ce conflit précis, cette installation précise et ce moment précis. La norme internationale interdisant les attaques contre des installations nucléaires n'est pas apparue de nulle part. Elle s'est développée par une combinaison de droit international coutumier, des dispositions des conventions de Genève relatives aux installations contenant des forces dangereuses et de la compréhension pratique, chez les États dotés de l'arme nucléaire ou proches du nucléaire, que frapper des installations nucléaires crée des risques de rejet radiologique et d'escalade qu'aucun objectif militaire ne peut justifier rationnellement. Cette norme a déjà été mise à l'épreuve. La frappe menée par Israël en 1981 contre le réacteur Osirak en Irak a été controversée précisément en raison des préoccupations de précédent qu'elle soulevait. Mais Osirak était un réacteur de recherche en construction qui n'avait pas encore été alimenté en combustible. Les risques de rejet radiologique associés à une frappe contre lui étaient minimes. L'argument de production d'armes nucléaires invoqué par Israël était contesté. Ce soir est catégoriquement différent d'Osirak sur tous les plans pertinents. Dimona est une installation opérationnelle de production d'armes nucléaires. Elle est en service depuis des décennies. Elle contient des matières, des infrastructures et, selon toute évaluation indépendante sérieuse, des ogives nucléaires qui représentent le cœur de la dissuasion stratégique israélienne. La frapper avec n'importe quelle arme crée des risques de rejet radiologique. La frapper avec le vecteur nucléaire désigné de l'Iran, après que 3 frappes précédentes ont déjà compromis son infrastructure de confinement et produit un rejet atmosphérique mesurable de radionucléides, constitue un acte sans précédent dans l'histoire des conflits armés. Et dès qu'un précédent commence à bouger, l'entourage de Trump arrive généralement avec un slogan, un angle de caméra et un besoin très pressant d'éviter de parler du précédent lui-même. L'Agence internationale de l'énergie atomique a réagi à la frappe du Shahab 3 de ce soir par sa déclaration la plus ferme depuis le début de ce conflit. Elle demande un accès immédiat à Dimona. Elle demande de la transparence sur le contenu de l'ogive du Shahab 3 qui a frappé l'installation ce soir. Elle demande à la communauté internationale de traiter l'emploi d'un vecteur désigné pour le nucléaire contre une installation nucléaire comme une affaire exigeant le plus haut niveau de réponse. Israël n'a pas répondu à la demande d'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis ont qualifié la situation de profondément préoccupante et affirmé que toutes les options demeurent sur la table. Cette formulation compte. Toutes les options demeurent sur la table n'est pas une formule automatique. Ce n'est pas une phrase vide de bureau de presse. C'est la formulation précise qu'emploient les administrations américaines lorsque des réponses cinétiques sont activement envisagées sans avoir encore été annoncées publiquement. Elle signale la proximité d'un point de décision d'une importance majeure. La dernière fois que cette formulation a été utilisée avec cette fréquence et cette précision, les décisions qui ont suivi ont modifié le paysage stratégique de la région pendant des années. La version trumpienne de cette phrase serait probablement plus bruyante, plus courte et d'une manière ou d'une autre, encore moins informative, ce qui est déjà un exploit pour une formule conçue pour révéler très peu. Autrement dit, l'administration dit, dans le langage le plus direct qu'elle utilisera publiquement à ce stade, que ce qui s'est passé à Dimona ce soir a fait franchir à ce conflit un seuil que les événements précédents n'avaient pas atteint. Et cela met la question centrale en pleine lumière. Chaque gouvernement disposant d'un programme nucléaire, déclaré ou non déclaré, se pose ce soir, dans sa salle de crise, la question suivante. Si l'Iran peut frapper l'installation nucléaire d'Israël avec son vecteur nucléaire, et si la réponse internationale est gérée à l'intérieur du cadre existant de ce conflit, plutôt que de déclencher une réponse catégorique qui rétablirait la norme contre les frappes visant des installations nucléaires, qu'est-ce que cela signifie pour tout adversaire futur qui envisagerait une option semblable ? La valeur dissuasive des normes internationales contre les frappes sur des installations nucléaires dépend entièrement de la crédibilité de la réponse lorsque ces normes sont violées. Une norme violée sans conséquence catégorique n'est pas une norme, c'est une suggestion. Et le prochain acteur étatique ou non étatique disposant des capacités pertinentes face à une installation nucléaire appartenant à un adversaire regardera ce qui se passera dans les jours et les semaines suivant la frappe de ce soir du Shahab Tigris ou Dimona, puis fera ses calculs en conséquence.
il ne s'agit pas d'une analyse hypothétique de l'escalade. C'est ainsi que la doctrine nucléaire évolue réellement dans le monde par les précédents, par les schémas de réponse démontrés et par les calculs rationnels d'acteurs qui observent attentivement ce que la communauté internationale tolère et ce qu'elle ne tolère pas. Le tableau du renseignement derrière tout cela est crucial parce que l'écart entre ce que le public entend et ce que regardent réellement ce soir les personnes disposant des accréditations de sécurité est plus grand qu'à n'importe quel autre moment de ce conflit. Et cet écart n'est pas accidentel, il est construit. Comprendre à qui il profite et pourquoi révèle davantage sur les dynamiques stratégiques qui alimentent cette crise que tout ce que les porte-paroles officiels diront dans leurs déclarations soigneusement calibrées. C'est aussi exactement le type d'écart dans lequel la politique à la Trump aime s'engouffrer. Parce que la confusion est toujours plus facile à mettre en marché qu'une explication rigoureuse. Après des années passées comme inspecteur en armement des Nations Unies, après avoir été à l'intérieur d'installations comparables à Dimona en Irak, après avoir été assis à la table de responsables du renseignement de plusieurs gouvernements et observé leur manière de gérer l'information quand les enjeux sont à leur maximum, je peux dire avec certitude comment fonctionne le processus d'évaluation post-RAP lorsqu'une installation nucléaire est touchée. En l'espace de quelques minutes après la détonation du Shahab 3 à Dimona, les unités israéliennes de défense nucléaire, biologiques et chimiques ont reçu pour mission d'effectuer des prélèvements atmosphériques à proximité immédiate de l'installation. Les systèmes satellitaires exploités par les États-Unis, Israël et au moins 2 autres services de renseignement alliés ont été repositionnés pour assurer une couverture continue au-dessus de la zone touchée. Des moyens de renseignement d'origine électromagnétique ont été redirigés pour capter tout trafic de communication provenant de l'intérieur de l'installation ou des équipes d'intervention d'urgence opérant à sa périphérie. Le réseau de surveillance sismique couvrant la région a été interrogé pour détecter toute signature compatible avec une détonation nucléaire, sans toutefois nous dire tout ce qu'il faut savoir. Et les hauts responsables de l'appareil de défense israélien, de même que leurs homologues américains informés en temps réel par les canaux de communication de crise déjà établis, recevaient un flux continu de données d'évaluation post-frappe auquel le public n'a pas eu accès et n'aura pas accès à moins qu'un gouvernement, quelque part, décide que la transparence sert mieux ses intérêts stratégiques que la dissimulation. Cette décision n'a pas été prise, elle pourrait ne pas l'être avant plusieurs jours, et pendant ce temps, les communautés vivant sous les vents de Dimona prennent des décisions sur leur vie quotidienne sans disposer de l'information que contiennent ces évaluations. La réalité, c'est que les signatures sismiques et électromagnétiques d'une détonation nucléaire sont sans équivoque et détectables instantanément. Le réseau mondial de surveillance exploité par la CTBTO, complété par les moyens techniques nationaux des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, aurait enregistré une détonation nucléaire à Dimona en quelques secondes. Aucune signature de ce type n'a été confirmée par une organisation de surveillance indépendante. C'est l'élément de preuve publique le plus solide indiquant que le Shahab 3 qui a frappé Dimona ce soir ne transportait pas un dispositif explosif à fission ou à fusion au sens conventionnel d'une détonation d'armes nucléaires. Mais cette conclusion doit être maniée avec précision. L'absence de signature de détonation nucléaire ne signifie pas que le Shahab 3 transportait une ogive conventionnelle standard à haut pouvoir explosif. Il existe une catégorie d'armes radiologiques, un dispositif qui disperse des matières radioactives par des moyens explosifs conventionnels plutôt que par une réaction nucléaire en chaîne qui ne produirait pas les signatures sismiques, électromagnétiques ou thermiques d'une détonation nucléaire, mais qui provoquerait une contamination radiologique importante de la zone visée. Un dispositif de dispersion radiologique utilisé contre une installation qui contient déjà des matières radioactives et dont le confinement est déjà compromis produirait une signature de contamination atmosphérique extraordinairement difficile à distinguer du rejet en cours que les 3 frappes précédentes avaient déjà déclenché. Et oui, c'est exactement le moment où l'usine à Spin Pro Trump commencerait normalement à traiter l'incertitude comme une matière première pour le spectacle. Ce n'est pas un scénario hypothétique inventé pour l'effet dramatique.
C'est une véritable catégorie d'armes qui existe dans la littérature doctrinale de plusieurs États et que la baie de charge du Shahab 3 est physiquement capable d'accueillir. Je n'affirme pas que c'est ce qui s'est passé ce soir. J'affirme que le gouvernement israélien connaît la réponse à cette question et ne la partage pas, et que l'éventail des possibilités dissimulées par ce silence comprend des scénarios considérablement plus alarmants qu'un impact d'ogive conventionnel sur une installation déjà endommagée. Et même cela ne représente pas encore toute l'ampleur de ce avec quoi la communauté du renseignement se débat ce soir. Parce que la question de savoir ce qui se trouvait dans l'ogive du Shahab 3, aussi cruciale soit-elle, est à certains égards secondaires par rapport à la question de savoir ce que le choix de l'arme par l'Iran communique comme signal stratégique indépendamment du contenu de l'ogive. L'Iran possède un inventaire de missiles important et diversifié. Il dispose de systèmes spécifiquement optimisés pour des frappes de précision contre des cibles durcies. Les variantes Cornet-Esha, 4 utilisées dans les frappes précédentes sur Dimona, sont précisément ce type d'armes. Il possède des véhicules hypersoniques de rentrée manœuvredée, comme le Fatah 3, conçu pour déjouer l'interception par les défenses aériennes en phase terminale grâce à des changements de trajectoire imprévisibles. Il possède aussi des systèmes de précision à plus courte portée, qui auraient pu être utilisés pour ajouter une nouvelle frappe pénétrante de précision aux 3 déjà menées contre Dimona. L'Iran n'a choisi aucun de ces systèmes pour la frappe de ce soir. L'Iran a choisi le Shah Kono 16, qu'aux nos services de renseignement n'ont connu qu'à 7 depuis 2 décennies de manière précise et exclusive, comme son vecteur nucléaire. Ce choix n'a pas été fait par un officier de ciblage consultant un menu d'options disponible et choisissant par hasard le Shahab 3, parce que les autres systèmes étaient engagés ailleurs. Ce choix a été fait au plus haut niveau de la prise de décision stratégique iranienne. C'était une décision délibérée, calculée et mûrement réfléchie d'utiliser l'arme la plus chargée d'associations nucléaires contre la cible la plus chargée d'associations nucléaires. Ce type de signal est déjà assez difficile à gérer sans l'instinct trumpien, qui consiste à transformer chaque seuil dangereux en décor de scène pour une nouvelle performance automartiale. Le message contenu dans cette association n'exige pas qu'une ogive nucléaire soit effectivement livrée. Le message, c'est l'association elle-même. L'Iran dit à Israël, dit aux États-Unis et dit à tous les gouvernements qui observent ce conflit qu'il a utilisé son vecteur nucléaire contre l'installation nucléaire d'Israël, qu'il est capable de le faire et que la question de savoir ce que transportera le prochain Shahab 3 visant Dimona est une question dont l'Iran contrôle la réponse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt